Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Donc, aujourd'hui, le sujet de mon épisode, c'est 3 histoires de valeur nette et 5 leçons à en tirer pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je suis toujours à Athènes avec les moyens du bord. Ça se peut que le son soit pas aussi bon que d'habitude. Là, j'enregistre directement sur mon iPhone sans écouteurs. Je pense que j'ai fait plusieurs tests, là, puis c'était la meilleure qualité que j'avais. Donc, on va y aller avec ça. Aujourd'hui, donc, c'est ça, les 3 histoires de valeur nette, les 5 leçons à en tirer. Le sujet, c'est que je veux parler davantage dans mon émission, d'histoire d'argent, d'histoire de valeur nette. Je veux pas juste seulement arriver avec des concepts puis en parler basé sur ma propre expérience. Je veux aussi aller voir ce que les autres font. Puis là, je reçois dans mes courriels, je pense que je me suis abonné ou en tout cas, je ne sais pas d'où j'ai en fait cette information-là, mais c'est un site qui s'appelle 10 Wilsons. Puis c'est quelqu'un qui fait un recueil d'histoires de valeur nette, donc vraiment des expériences. Puis il publie ça, donc soit c'est ça avec une liste de courriels. Puis là, j'ai lu plus en détail, dans le fond, quelques histoires que lui rapportait. 10 Wilsons, c'est un site, c'est quelqu'un, justement, un blog sur des récits basés sur la valeur nette. L'idée derrière raconter des histoires puis faire l'emphase sur la valeur nette, c'est que par défaut, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase qui est placée sur la démonstration de richesse quand on regarde les médias sociaux. On voit, on peut voir plein de choses, mais c'est un peu mystérieux qu'est-ce qui se passe en arrière. Il y a beaucoup d'emphase qui est mis aussi sur le revenu. Tu sais, je fais tant par année. Ça, c'est un métrique, mais c'est, selon moi, puis selon, évidemment, la personne derrière ce site-là, c'est pas le métrique le plus important, le revenu annuel, qui explique la richesse. Un des métriques qui est beaucoup plus intéressant, selon moi, c'est la valeur nette. Combien qu'on a, la valeur nette, c'est quoi? C'est la valeur de nos actifs. On enlève de ça la valeur de nos passifs. Puis ce qui nous reste à la fin, si on liquidait tout, c'est quoi le montant d'argent qu'on aurait à mettre là, au centre de la table? Ça, c'est notre valeur nette. J'ai pris 3 histoires, basées sur le courriel que j'ai reçu de 10 Wilsons. Puis j'explique un peu l'idée, là, c'est ça que je suis en train de faire derrière ce site-là, pourquoi il explique, pourquoi il, dans le fond, arrive avec fait le suivi de différentes histoires. Donc, sur ce site-là, il dit « Apprenez à suivre la carrière et la progression de la valeur nette des personnes ordinaires qui deviennent millionnaires. » Donc, 1 million de dollars, multimillionnaire, 2 à 3 millions de dollars et pentamillionnaire, 5 millions de dollars. Donc, évidemment, ça, c'est aux États-Unis, là, ce site-là. Mais on s'entend là, que les États-Unis, le Canada, même s'il y a des différences, c'est quand même très proche. Donc, évidemment, là, les montants qu'on va discuter, les montants que je vais dire dans l'épisode, ça va être plus en dollars américains. Mais reste que on s'entend que quelqu'un qui naît aux États-Unis, quelqu'un qui naît au Canada, a quand même des opportunités qui se ressemblent. Je sais que c'est pas la même chose, mais juste pour l'idée là, de l'épisode aujourd'hui, on va y aller donc avec des histoires de personnes qui sont évidemment américaines avec des dollars américains. Puis là, lui, le but, c'est pas nécessairement de montrer les inégalités, tu sais, parce que là, souvent, c'est des personnes qui ont justement atteint une certaine valeur nette. Puis, mais c'est surtout dans un but de transparence, puis dans un but de montrer à quoi ça peut ressembler, c'est quoi le raisonnement des personnes qui arrivent à atteindre une valeur nette comme ça, puis surtout les leçons qu'on peut en tirer. Donc, moi, j'aimerais ça, dans mon émission Indépendance financière et hypothèque,
y aller aussi avec des histoires, peut-être éventuellement faire des entrevues, au lieu juste simplement de partager mon histoire, qui est une façon d'accumuler une valeur nette, mais je veux sortir aussi de ce cadre-là. Puis, comme j'ai déjà dit aussi, je vais arriver aussi peut-être à faire des épisodes plus spécifiques sur expliquer ma propre histoire, malgré qu'au fur et à mesure, si vous écoutez tous mes épisodes, vous allez avoir une bonne idée de mon histoire parce que j'en parle à chaque épisode. Mais c'est pas dit que je ne ferai pas des épisodes spécifiques sur justement ma valeur nette, mon histoire, comment l'évolution de ma valeur nette à travers le temps, par exemple. Ça, c'est un épisode que je veux faire vraiment éventuellement, mais je ne suis pas arrivé encore à trouver la bonne approche. Puis, mais je pense qu'en allant explorer justement d'autres personnes, leur valeur nette, comme ce site-là qui, lui, décrit d'une certaine façon la valeur nette de plusieurs histoires, je pense que c'est c'est un bon chemin pour se rendre là. OK, donc, c'est beau parler de concepts, comme j'ai déjà dit, c'est beau parler de concepts comme évidemment l'endettement, épargner, acheter son logement, augmenter son revenu, l'état d'esprit d'abondance, l'état d'esprit de croissance, toutes des choses qui vont nous aider à accumuler, à travailler à l'intérieur de son cercle d'influence, à aller vers l'indépendance financière. C'est beau de parler de tous ces beaux concepts-là, mais d'arriver avec des histoires concrètes, des fois, c'est ça vraiment qui va nous toucher puis qui va faire un lien vraiment avec notre situation. Donc, c'est pour ça que je vais y aller avec des histoires aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 histoires, OK? Sally, une ingénieure. Puis là, je les ai traduites, évidemment, les histoires de ce que j'ai reçu là, dans ce que j'ai lu sur ce site-là. Donc, Sally, une ingénieure commerciale senior de 26 ans. Paul et Morgan, un couple d'une trentaine d'années, ont un revenu combiné de 168 000. Donc, ça, c'est mon histoire numéro 2. Puis à la fin, j'ai quelqu'un qui a une valeur nette de 120 millions de dollars. Donc, on va parler de ça. Puis je vais aussi, ce qui est important là-dedans, c'est les leçons à en tirer. Donc là, j'ai 5 leçons aussi tirées de ces 3 histoires-là. Donc, je vais y aller avec ça. Donc, je commence. Je commence avec la première histoire. OK. Dans la vingtaine, c'est une personne qui est dans la vingtaine, donc avec une valeur nette de 355 480 $. Sally est une ingénieure commerciale senior de 26 ans à Chicago, gagnant 225 000 par an. Elle a une valeur nette accumulée qui correspond au 92e centile de son groupe d'âge. Tu sais, là, déjà, c'est intéressant. Tu sais, on commence déjà dans la première ligne, les 2 premières phrases, on situe, bon, premièrement, la valeur nette, mais on situe aussi son revenu, parce qu'évidemment, quand on regarde la valeur nette de quelqu'un, c'est intéressant de savoir si la personne gagne plus que 200 000 par année versus si elle gagne 30 000 par année. On s'entend que ça ne sera pas la même histoire d'argent. Puis, même chose, si la personne a 26 ans versus si la personne a 56 ans, on s'entend que ça ne sera pas la même histoire. On n'a pas vécu dans la même époque. On n'a pas eu la même quantité de temps pour accumuler sa valeur nette. Donc, c'est certain que l'histoire va être complètement différente selon ces critères-là. OK? Puis là, une autre chose que je trouve super intéressante que ce site-là fait aussi, il va situer, donc, pour cette tranche d'âge-là, va situer la personne par rapport à l'ensemble de la population. Donc, on voit qu'à 26 ans, avec une valeur nette de 355 000, la personne se retrouve dans le 92e centile pour son groupe d'âge. Donc, on s'entend qu'elle est proche, là, elle est déjà dans les 10% les plus fortunés, si on veut, dans sa tranche d'âge. Évidemment, là, ça ne dit pas la personne est partie avec combien. On va assumer, je pense, dans ces histoires-là, que les personnes partent avec une valeur nette de 0, mais des fois, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Si on vient d'une famille qui est plus avantagée, ça se peut que ça ait joué un grand rôle aussi. Bon, là, je continue avec son histoire. Sa composition de sa valeur nette. OK? On va y aller. Elle dit c'est 34% de la valeur nette est dans son logement, donc probablement dans sa maison. OK, en valeur. Donc, il y a peut-être une hypothèque là-dedans, mais on fait la différence. Tout ça, 34% de 355 000, donc environ un 100 000 $ qui est dans la valeur de son logement, de sa maison, ou peut-être c'est un condo.
Ensuite, il y a un autre 33%, donc un tiers, qui est en épargne retraite. Donc, peut-être c'est dans les REER. Là. Les États-Unis ont le même concept là, de REER, donc de régime enregistré. C'est très similaire entre ici. Donc, il y a un tiers de sa valeur nette qui est dans son épargne pour la retraite. Puis, il y a un autre tiers, 30% environ, qui est dans ses comptes courants, comptes épargne. Donc, probablement, ici, son fonds d'urgence, il y a un autre 100 000. Donc, un tiers pratiquement pour cette personne-là sur les 355 000. On retrouve donc en épargne. Donc, peut-être c'est un CELI, peut-être que c'est simplement du cash dans un compte épargne. Probablement pour le fonds d'urgence. Donc, élevée dans une famille qui valorisait les discussions financières et l'éducation, Sally a commencé tôt à gagner son propre argent en faisant du babysitting en 7e année. Cela a favorisé un sentiment de responsabilité financière, l'amenant à donner la priorité à l'épargne d'une partie substantielle de son revenu et à cotiser à un fonds de retraite. On parlait souvent de finances, puis là, c'est elle qui dit ça, c'est entre guillemets, on parlait souvent de finances dans ma famille, peut-être trop. Je me souviens que mes parents écoutaient une émission de radio populaire sur le fait de ne plus avoir de dette pendant mes années de formation. Et puis ça, je suis pas mal certain que cette émission-là, c'était l'émission de Dave Ramsey. Donc ça, c'est la fin de l'histoire. Dans le fond, c'est juste ça. C'est quelques paragraphes qui expliquent un peu, qui fait peut-être une mise à jour sur l'histoire de Sally, qui est ingénieur commercial. Donc, puis là, les leçons à tirer de cette histoire-là, simplement, c'est que bon exemple d'éducation financière précoce et d'expérience pratique dans l'élaboration d'un comportement financier responsable et de la planification future. L'un de vos objectifs devrait inclure d'essayer d'être cet adulte financièrement responsable pour la prochaine génération, vos enfants, petits-enfants, nièces ou neveux. En d'autres mots, dans le fond, on pourrait dire les leçons, c'est de commencer son éducation financière le plus tôt, c'est mieux. Évidemment, quand notre famille, justement, dans le cas de Sally, elle le dit, sa famille, tôt lui a parlé d'argent, puis l'a aidé justement à sensibiliser à l'épargne. Donc ça, super important. Donc là, ici, ce qu'on peut retenir, c'est que ça serait peut-être une bonne idée de le faire pour nos enfants, si nos parents ne l'ont pas fait pour nous. Mais sinon, commencer son éducation financière, si en ce moment, on n'a pas beaucoup d'éducation financière, c'est de le commencer maintenant. Le meilleur moment pour le commencer, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, le commencer le plus tôt possible à faire son éducation financière. Puis après ça, idéalement, le transmettre à nos enfants, parce qu'évidemment, au primaire, au secondaire, on n'apprend pas ces choses-là sur l'argent. OK. Donc, deuxième leçon, c'est justement ça, c'est d'être un exemple pour la prochaine génération, ses enfants, ses neveux. Puis ça nous motive aussi à être bon financièrement quand on a une relève devant nous qu'on veut vouloir aider. Souvent, la meilleure façon de conseiller quelqu'un, c'est d'être un exemple et non pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, si on ne le fait pas, nous-mêmes, être bon financièrement, nos enfants risquent de ne pas nécessairement écouter nos conseils si on ne le fait pas nous-mêmes. Bon, ça, c'était la première histoire. Je vais avec la deuxième histoire dans la trentaine. Donc là, c'est une personne dans la trentaine ou c'est un couple, en fait. Valeur nette de 299 000. Paul et Morgan, un couple d'une trentaine d'années, ont un revenu combiné de 168 000 par an. Leur valeur nette accumulée les place dans le 68e pourcentile de leur groupe d'âge. La majorité de leur valeur nette est constituée de la valeur nette de leur propriété, donc presque 100%. Donc, déjà, dans le premier paragraphe, là, on les situe. C'est un couple, ils ont 300 000 de valeur nette, sont dans la trentaine. Eux sont dans le 68e centile. Ça veut dire qu'on est au-dessus de 50%. Quand même, on a accumulé quelque chose, principalement dans la valeur de notre propriété. Donc là, on situe ce couple-là grâce à ces informations-là. Un revenu combiné de 168 000, qui n'est pas rien, mais ce couple-là, je pense, ont des enfants. Puis là, je continue. Donc, leur valeur nette est constituée de la valeur nette de leur propriété, d'épargne investissement minime, de carte de crédit et de dette étudiante. Donc, eux, ils ont toujours dans leur trentaine des dettes étudiantes, des cartes de crédit.
Il s'agit d'une entrevue podcast YouTube en 2 parties. Donc ça, c'est de là qu'il a tiré toutes ces informations-là. Ils sont mariés depuis 10 ans, ils ont 2 enfants, ils sont aux prises avec des dépenses incontrôlées et des disputes récurrentes sur l'argent. Morgan se sent stressé et rejeté lorsque Paul la rassure sur leurs finances sans fournir de détails. Malgré de nombreuses discussions sur la nécessité de changer leur approche de l'argent, ils continuent de retomber dans leur vieux schéma et ils se rendent compte qu'ils sont au bord de l'instabilité financière et qu'il existe un besoin urgent de changement. Donc ça, là ensuite, on y va avec une citation, dans le fond, du couple. « Je suppose que j'ai toujours eu cette vision ou ce fantasme, je vais toujours gagner plus d'argent, je vais juste gagner plus d'argent. En vieillissant, j'obtiendrai plus d'augmentation, je ferai ça et tout ira bien. » Donc ça, c'est la personne qui dit ça, qui se dit qui se justifie, dans le fond, d'aller dépenser en se disant que dans le futur, je vais toujours gagner plus d'argent. Donc pourquoi que je me limiterais en ce moment à dépenser? Donc peut-être que en entendant ça, moi je sais que je me suis déjà dit ça, peut-être il y a, quand j'étais dans la vingtaine, je me disais, ouais, mais dans le fond, c'est ça, j'ai toute la vie devant moi, pourquoi je me limiterais? Mais là, ce qu'on voit, c'est que ce couple-là, ils ont un peu des disputes, puis ils se sentent un peu pris leur approche, puis ils sont pas tout à fait d'accord. Morgan, elle sent que son mari, dans le fond, l'inclut pas. Elle a dit que oui, Paul dit que tout va tout être correct, mais elle se sent pas bien nécessairement là-dedans. Donc là, ce qu'il faut retenir, dans le fond, de cette histoire-là, ce couple souligne l'importance d'une communication ouverte et honnête sur l'argent. Donc, c'est connu, on le sait, la première raison de rupture dans les couples, c'est les questions d'argent, c'est les disputes sur l'argent. Donc, c'est certain que la communication ouverte et honnête sur l'argent, c'est super important. Puis ensuite, cela implique que les deux individus comprennent les détails spécifiques de leur situation financière. Donc, dans le fond, les finances, c'est tellement important que ça ne va pas marcher si c'est juste un des deux qui s'en occupe et qui dit à l'autre fais-toi-en pas, ça va être correct, je m'en charge. Non, en réalité, il faut que les deux travaillent, il faut que les deux comprennent surtout, puis se sentent en sécurité. Parce que ne pas connaître notre futur financier, ça, c'est quelque chose qui doit être extrêmement stressant. Moi, je sais que, justement, toute la question de l'indépendance financière, c'est que je veux être certain que dans le futur, c'est moi qui contrôle le navire et je veux être en charge de ma vie. Puis pour ça, ben, j'ai voulu justement accumuler une valeur nette pour être certain que je n'allais pas dépendre de forces extérieures. Tu sais. J'ai ramené mon futur, dans le fond, financier à l'intérieur de mon cercle d'influence pour être certain d'avoir la sécurité puis pouvoir, après ça, vivre une vie qui est plus pleine, pouvoir me concentrer sur ma santé, etc. Une fois qu'on a pu ces tracas-là sur l'argent, on peut libérer notre esprit puis faire penser à d'autres choses. Voilà. Donc, c'est super. Donc, je trouvais ça super bon, cet exemple-là, cette histoire d'argent-là. Ça, c'était la deuxième histoire. Les leçons aussi qu'on retient sur cette histoire-là, pour moi, c'est, je le redis, c'est l'importance d'une communication ouverte et honnête, sur l'argent dans un couple, donc d'être transparent, OK, qu'il n'y ait pas de cachette. On combine quand on est un couple. C'est bien documenté que c'est préférable de combiner ses avoirs. Idéalement, on se marie, puis on combine ses avoirs financiers, puis on avance ensemble. Si on regarde les statistiques, c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne dans le long terme puis qui est payant, c'est d'avoir des buts communs, puis de combiner nos finances, puis d'être transparent, puis on est une équipe, puis on s'en va dans la même direction. Ensuite, on élabore un plan financier commun et clair qui tient compte des perspectives et des priorités de chaque partenaire. Oui, c'est pas juste
inquiète-toi pas, je m'en occupe des finances, puis tu n'as pas besoin de t'en soucier. Non, non, parce qu'en réalité, il faut que chaque partenaire arrive avec ses priorités, s'en parle, on essaie de trouver un terrain commun. Puis oui, s'il y a des différences, on essaie d'accommoder ça aussi. Tu sais, c'est important. On est quand même deux personnes différentes. On va pas. euh, c'est ça, là. On va pas nécessairement tout faire ensemble. Ça prend les deux personnes ont le droit aussi à chacun leur rêve, mais s'il n'y a rien en commun dans tous ces buts-là, ces objectifs-là, ça va être difficile d'aller de l'avant dans un couple. OK, donc ça, c'était la deuxième histoire. Je termine avec la troisième histoire. Donc, celle-là est un petit peu plus farfelue. On parle d'une valeur nette de 120 millions de dollars. Je n'irai pas dans les détails, là. Moi, je ne connais pas personne là, dans ce style-là. Mais quand même, je trouvais bien la leçon là, tirée de cette histoire-là était bien. Donc, c'est pour ça que je la raconte. Valeur nette de 120 millions de dollars. Donc, Jeff est un entrepreneur prospère au début de la quarantaine. Il a une valeur nette qui le place au 99e centile et plus pour son groupe d'âge. Sa composition de valeur nette se compose de 70 millions de dollars en ETF. Ça, c'est des FNB indiciels de marché. Donc, une bonne partie, dans le fond, presque la moitié se retrouve dans les marchés indiciels financiers, donc en actions, obligations sûrement, dans les FNB. Ensuite, 15 millions de dollars en actions de 2 maisons et d'avions NetJet. Bon, OK, là, il y a ses propriétés. Puis, je pense qu'il voyage beaucoup parce qu'il doit utiliser des avions privés pour se déplacer. Donc, vraiment, pas des problèmes qu'on voit souvent, là. Ensuite, il y a 18 millions en cash. Donc, il y a juste 15% de ses avoirs en cash. C'est peut-être son fonds d'urgence, je ne sais pas. Et le reste en biens immobiliers d'investissement qui envisage d'être vendu. Ouais, parce que là, rendu là, c'est pas mal plus simple d'avoir tout dans des FNB, dans le fond. Probablement que ces investissements en immobilier, ils trouvent ça trop de trouble, donc ils envisagent de vendre ça prochainement. Donc, cette entrevue en podcast avec Jeff, un entrepreneur à succès, révèle un aperçu de l'intersection de la richesse, du bonheur et des priorités de la vie, malgré l'accumulation de liquidités de plus de 100 millions de dollars grâce à la vente de son entreprise. Jeff a constaté que le bonheur ne suivait pas automatiquement. Puis là, ça, c'est la leçon que je trouve intéressante là-dedans. Il discute franchement des aspects isolants et frustrants de la richesse soudaine et de la recherche constante d'avantages, excusez, peut-être la traduction n'était pas super bonne ici, en tout cas, je continue. Comparant l'envie d'accumuler de la richesse à une dépendance. Hein, parce qu'à un moment donné, tu en veux toujours plus, puis ça devient comme une drogue, tu es dépendant à ça, puis tu oublies peut-être ce qui est le plus important. Les expériences de Jeff soulignent l'importance de trouver le bonheur dans le processus de la création de richesse plutôt que de s'attendre à ce qu'il suive l'atteinte d'un objectif financier. Donc, pas s'attendre à ce que, quand je vais avoir accumulé tant, là, je vais être heureux. Parce que c'est un autre leurre. C'est facile de penser qu'à rendu à un certain point, c'est là qu'on va être heureux. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que les importances... Donc, je finis là le paragraphe. L'expérience de Jeff souligne l'importance de trouver le bonheur dans le processus de création de richesse, plutôt que de s'attendre à ce qu'il suive l'atteinte d'un objectif financier. Donc, le bonheur, dans le fond, là, le bonheur, il vient de l'intérieur de nous. Hein, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Donc, évidemment, oui, on va aller chercher la sécurité financière en visant l'indépendance financière, mais c'est super important de se rappeler que l'indépendance financière, c'est pas ça qui va faire qu'on va être heureux. C'est pas l'objectif qu'à partir de ce point-là, on va être heureux. Il faut commencer par avoir un état d'esprit de contentement, d'être grateful, comme on dit, de ce qu'on a. De se contenter, oui, de vouloir plus, c'est correct, mais aussi d'être heureux avec ce qu'on a. OK? Puis, dans tout le processus d'accumuler la richesse, de vivre sa vie, c'est là c'est important de trouver le bonheur dans le processus et non pas
juste à la fin. Parce qu'en réalité, même quand on va l'atteindre, même quand on aura 120 millions de dollars, par exemple, on risque d'être déçu. On risque d'être déçu. C'est ce que cette histoire-là nous raconte. Son histoire nous rappelle que la richesse, à elle seule, ne garantit pas la satisfaction ou un sentiment d'épanouissement. Puis lui, ce qu'il dit, Jeff, la vie se déroule pendant que vous construisez. Si vous ne savez pas comment être heureux pendant le voyage, il est rare que vous soyez soudainement heureux juste après être arrivé à la fin du voyage. OK? Donc, la leçon, c'est qu'il faut profiter du voyage de la vie, qu'il s'agisse de créer une entreprise ou de travailler pour quelqu'un d'autre. N'attendez pas seulement arriver à un certain chiffre en valeur nette pour être heureux. L'argent déposé sur un compte peut éliminer, oui, certains stress financiers, mais la richesse à elle seule n'est pas synonyme de bonheur. Donc, je trouvais ça le fun de terminer là-dessus. C'est la dernière leçon, dans le fond, de ces 3 histoires-là. Si vous aimez ça, des histoires donc de valeur nette, j'aimerais ça, en tout cas, si même vous voudriez partager votre histoire de valeur nette, venir en entrevue sur l'émission, vous pouvez m'écrire. C'est quelque chose que je vais vouloir faire dans le futur de plus en plus. Puis peut-être que je reviendrai aussi avec un autre épisode comme aujourd'hui sur des histoires comme ça que je trouve sur Internet. Puis surtout, l'important, c'est d'arriver à tirer des leçons de ces histoires-là. Donc, je m'arrête ici. Et puis, prochain épisode, je vais pouvoir l'enregistrer là, avec mon bon micro. Je reviens à Montréal. Mon avion est demain. Et puis, bien hâte de retourner au pays. C'est le fun de visiter, d'être à l'extérieur, de voir des nouvelles choses. Mais j'aime ça aussi, être chez moi. Puis, je m'ennuie évidemment de ma famille. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière et à la prochaine. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.